Le potager de la fantaisie, de Nice Saint-Isidore, où il y a un monument aux morts unique dans la ville de Nice, avec l'inscription des morts italiens et des morts français, vous présente, pour l'11 novembre, pour n'oubliez pas, lettres et chants du front. Entre le lundi 24 mai 1915 et le lundi 4 novembre 1918, pour l'Italie, ou bien le dimanche 2 août 1914 et le lundi 11 novembre 1918 pour la France et ses alliés, moururent 18,6 millions de personnes dans les pays belligérants. Entre l'entrée en guerre et l'armistice, le nombre total de victimes reste encore aujourd'hui objet de discussion, selon si l'on comptabilise seulement les militaires ou si l'on inclut les civils et les victimes de la grippe espagnole de 1918-1919, la plus grande pandémie de l'histoire de l'humanité qui causa dans le monde plus de victimes que la Première Guerre mondiale. Si l'on considère l'Italie, on retient que la guerre fit 1 240 000 victimes, soit 3,48% de la population. En France et dans ses colonies, 1 697 800 victimes, soit 4,29% de la population. L'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5h15, met provisoirement fin au combat de la Première Guerre mondiale, reconnaissant de facto la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne, mais il ne s'agit pas d'une capitulation au sens propre. Cet armistice étant prévu pour durer 33 jours, puis il a ensuite été renouvelé. Le cessez-le-feu est effectif à 11 heures, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons et annonçant la fin d'une guerre. Aujourd'hui, nous voulons commémorer et honorer les soldats qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. En majorité, c'étaient de jeunes hommes. Nous nous proposons d'écouter leur mémoire qui survit dans leurs paroles. La littérature de guerre est très volumineuse. Les écrits des combattants qui sont arrivés jusqu'à nous peuvent être classés en 3 catégories. La première, celle des combattants qui, même peu ou pas alphabétisés, contraints par l'éloignement, écrivent journaux intimes et lettres à leur famille. Pour le soldat, écrire et recevoir du courrier est une nécessité pour résister. La seconde catégorie est constituée des écrivains soldats, connus ou non. La troisième catégorie, ce sont les soldats qui, après-guerre, écrivent leurs mémoires. Par ailleurs, la parole des combattants est présente dans les chants composés et chantés pendant la Grande Guerre. On chantait beaucoup pour s'encourager, se consoler, espérer. Des centaines de textes de chants ont été écrits, parfois en dialecte, et tous ont une grande valeur historique. Écoutons ceux qui partirent sans revenir et ceux qui revinrent. Dammi sì che faccio il soldato, dammi sì che faccio il soldato. È arrivata fuori, che non posso la letterina mi vedo arrivare, la letterina mi vedo arrivare. Di breveggio. Iacomazzi Ernani. Un saltin breveggio. Iacomacci Oreste. Ecco. Un saltin breveggio. Pascucci Mauro. Quante lettere ricevi te? Gagliardo. Chi l'ha che ti scrive? Sono la madrina de guerra.
Io scrivo una lettera, poi faccio copia conforme, lo vedi, ecco qua, c'ha la sorpresina pure a questa. Ti leggi la lettera tu. Come mai che a te non scrive mai nessuno? Dammi un prospero. O chi vuoi che mi scriva a me? Bordi Giuseppe! Oh, passa qua, dammi. Usacca Giovanni! A me. Faralli Ettore! Perché visto che per Natale qualcuno si è ricordato anche di te, fa un bel salti per vecchio. Saltin per vecchio, sì. È una citazione del tribunale. C'ho l'appello, vacca boia. Io i decani, io ho fatto abile mio figlio. Ma che c'è, un fio di leva L'ho tu? fabbricato di Cessa nel 96, quando facevo il servizio di leva. I figli dei ricchi, fortuna di essere deficienti anche di torace. E per me niente. Ehi, Negus, prima che arrivi una lettera dal paese tuo, ci vogliono le truppe cammellate. Oh, che scassamento di peperone. Poi altre mangiapolenta, sempre stesse cose, sapete Ma che dire. aspettavi alla posta? Ma chi ti scrive a te, oh? Relazione personale. Da Francesca Bertini. Sì, signore, precisamente, da signora Francesca Bettini. Ci scrisse chiedendoci l'onore di una fotografia con l'elega. Sì, col timone. Ragazzi, ma dico, ho trovato castagne. A me che alla nostra, se c'è. Buoni. Ma che vuole la padella coi busi? La Dai, va a padella. prendere una padella. E ci penso io la padella. Dammelo un altro. Ecco qua. Vi faccio vedere io come si fa. Forse fai i faccio buchi. io i buchi. Lei vedo. A cecchini zozzi, sbuccioni, ci piate mai, cogliete questa se siete buoni. Guillaume Apollinaire, né à Rome en 1880, s'est engagé comme volontaire sur le front français en décembre 1914. Il est grièvement blessé au Temple le 17 mars 1916 et, affaibli par la blessure, meurt de la grippe espagnole le 9 novembre 1918 à Paris. La plupart des poèmes de la collection Calligramme, publiés en 1918, ont été écrits sur le front. Le guetteur mélancolique, Guillaume Apollinaire. Ô mon cœur, j'ai connu la tristesse et belle joie d'être trahi d'amour et de l'aimer encore. Ô mon cœur, mon orgueil, je sais, je suis le roi qui n'aime point la belle aux cheveux d'or. Rien n'a d'ailleurs ma douleur à la belle qui dort. Pour moi, je me sens fort, mais j'ai pitié de toi. Ô mon cœur étonné, triste jusqu'à la mort, j'ai promené ma rage en les soirs blancs et froids. Je suis un roi qui n'est pas sûr d'avoir du pain. Sans pleurer, j'ai vu fuir mes rêves en déroute, mes rêves aux yeux doux, au visage poupin. Pour consoler ma gloire, un vent a dit « Écoute, élève-toi toujours, il te montre la route. » Les squelettes de doigts terminant les sapins. Exercice, Guillaume Apollinaire. Vers un village de l'arrière s'en allaient 4 bombardiers. Ils étaient couverts de poussière depuis la tête jusqu'aux pieds. Ils regardaient la vaste plaine en parlant entre eux du passé et ne se retournaient qu'à peine quand un obus avait toussé. Tous 4 de la classe 16 parlaient d'antan non d'avenir, ainsi se prolongeait la 16 qui les exerçait à mourir. La chanson de Craonne de 1917, appelée aussi Les Sacrifiés, est une chanson anonyme. Craonne est un village du nord de la France. Vivement condamné par les autorités militaires qui offraient une prime à qui en dénoncerait l'auteur, la chanson témoigne du désespoir des soldats et de la contestation suite aux pertes de l'offensive du chemin des Dames menée par le général Nivelle en 1917, qui fit 30 000 morts en 10 jours. L'interdit sera levé seulement en 1974 par le président Giscard d'Estaing. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées.
Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Henri Barbusse est déjà un écrivain engagé avant-guerre. Pacifiste convaincu, il s'engage à 41 ans en première ligne et écrira en 1916 Le Feu, journal d'une escouade, sur son lit d'hôpital. Il y raconte avec réalisme la vie quotidienne du soldat de base. Ce passage retrace un épisode particulièrement difficile, le franchissement d'un barrage de feu. C'est le barrage. Il faut passer dans ce tourbillon de flammes et ces horribles nuées verticales. On passe. On est passé au hasard. J'ai vu çà et là des formes tournoyer, s'enlever et se coucher, éclairées d'un brusque reflet d'au-delà. J'ai entrevu des faces étranges qui poussaient des espèces de cris qu'on apercevait sans les entendre dans l'anéantissement du vacarme. Un brasier avec d'immenses et furieuses masses rouges et noires tombait autour de moi, creusant la terre, l'ôtant de dessous mes pieds et me jetant de côté comme un jouet rebondissant. Je me rappelle avoir enjambé un cadavre qui brûlait, tout noir, avec une nappe de sang vermeil qui grésillait sur lui, et je me souviens aussi que les pans de sa capote, qui se déplaçaient près de moi, avaient pris feu et laissaient un sillon de fumée. À notre droite, du boyau. À notre droite, tout au long du boyau 97, on avait le regard attiré et ébloui par une file d'illuminations affreuses, serrées l'une contre l'autre comme des hommes. En avant! Maintenant on court presque. On en voit qui tombent tout d'une pièce, la face en avant, d'autres qui échouent, humblement, comme s'ils s'asseyaient par terre. On fait de brusques écarts pour éviter les morts allongés, sages et raides, ou bien cambrés, et aussi, piège plus dangereux, les blessés qui se débattent et qui s'accrochent.
Des mémoires du grand-père Pierre Hinault, écrits par Milva Gaeta Gallo. L'histoire se déroule dans les tranchées et les champs de bataille où, pendant la Première Guerre mondiale, j'ai passé la majeure partie de mon expérience militaire, notamment à travers les souvenirs de la bataille de Montefiore à laquelle j'ai participé. Cependant, ce sont les yeux rieurs de mes petites filles, leurs yeux attentifs et jamais lassés, de grand-père raconte, répétés inlassablement, qui me poussent à mettre de l'ordre dans mes souvenirs. Ce texte est dédié aux petites curieuses qui ont Ci sono molti modi per raccontare la Grande Guerra, quella a cui io ho preso parte. La storia ufficiale lo fa con articoli, interviste, testimonianze di persone importanti che pronunciano frasi altisonanti, interpretando a volte anche quello che non sanno. Io ho scelto di aprire uno dei cassetti della memoria in cui per anni ho custodito ricordi lieti e tristi per riviverla con gli occhi di un soldato semplice tiratore, scelto e ardito come fui io. Gli arditi erano un corpo speciale d'assalto che aveva il compito di aprire la strada alla fanteria durante l'attacco alle linee nemiche. A farne parte venivano scelti i soldati più temerari che ricevevano un duro addestramento, tra cui il combattimento corpo a corpo. I ricordi mi trasportano nel Veneto, nella parte centrale dell'altopiano dei 7 comuni, sul gruppo montuoso delle Melette e precisamente sul Monte Fior con i suoi 1824 metri di altezza. Alle canzoni, una delle mie preferite era Tattapum, che oltre ad un titolo era anche il caratteristico rumore che si sentiva in trincea quando i tiratori austriaci puntavano i loro M95 contro di noi. Gli spari partivano da lontano, prima si sentiva il rumore dell'arrivo del proiettile, ta, seguito dal suono della detonazione pum. Se lo sentivi eri ancora vivo. Venti giorni sull'Ortigara, senza il cambio per dismontare. Ta-pum, 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 ta-pum. Quando poi che discendi al piano, battaglione non hai più soldati. Ta-pum, 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 ta-pum. Quando sei dietro a quel muretto, in trincea, nascosto con i miei compagni, avevo paura. Sapete tutti cos'è una trincea? Immaginatevi una lunga linea di terra. Quello è il fronte. Dietro ci sono fossi, proprio come quelli che si trovano nei campi. Erano i ricoveri sotterranei per i soldati, lunghi corridoi scavati nella terra, riparati da muretti, da mucchi di terra e da filo spinato da dove sparavamo. Mi viene ancora oggi un groppo in gola quando penso a tanti miei compagni rimasti al di là delle linee nella terra di nessuno, che erano costretti ad aspettare la notte per poter strisciare verso le nostre trincee. E
le cose peggiorarono a tal punto che patimmo la fame più nera. Il latte in polvere sciolto nell'acqua era la nostra colazione, accompagnata dalle gallette spesso dure e poco saporite. Si scaldavano le gavette in cui riponevamo le razioni per mezzo di un fornetto a cera o a grasso che poteva sprigionare calore senza fiamme o fumo. Per pranzo e cena avevamo a disposizione pasta, verdura e pane. Il pane era prezioso e a volte serviva anche come merce di scambio. Sì, proprio merce di scambio che avveniva lungo le linee del fronte molto vicine tra di loro, a volte anche con un reticolato in comune. Le sentinelle erano a pochi passi l'una dall'altra. Dovete sapere che noi avevamo per fortuna pane in abbondanza, ma eravamo scarsi di sigarette e tabacco. Al contrario, gli austriaci, tanto tabacco. Ecco, allora che noi gettavamo al di là del reticolato i cartocci di pane oppure pezzi di formaggio e carne e loro ci gettavano tabacco da pipa e sigarette. Era proibito e si correvano grandi rischi, ma lo si faceva lo stesso sperando nella fortuna. Lo sapete che nel kit di sopravvivenza dell'esercito è presente il cordiale liquore distribuito per dare coraggio ai soldati prima di andare all'attacco? Esso doveva servire per annebbiarci la mente e non pensare a quello a cui andavamo incontro. Dopo giorni, ore d'attesa, accucciati nel fango, il fischietto di un ufficiale ci sembrava quasi una liberazione. L'ordine di sparare a chi si rifiutava di andare avanti non ci dava scampo. Nel momento in cui sentivamo il fischietto che ci intimava di andare all'attacco, eravamo tutti molto spaventati, non volevamo andare avanti incontro alla morte. Ma ancora di più avevamo il terrore degli ufficiali, pronti a sparare per quello che consideravano diserzione. E che dire del procedere verso la cosiddetta terra di nessuno che dovevamo attraversare sotto il fuoco delle mitragliatrici e che rappresentava spesso una corsa verso la morte? Non riesco poi a descrivere tutto l'orrore che provavamo quando, in prossimità delle trincee nemiche, si doveva ricorrere all'arma bianca. Per questo inumano modo di combattere il corpo a corpo usavamo baionette, coltelli, calcio del fucile, picconi, vanghe. Non sono mai riuscito a capacitarmi che per la conquista di pochi metri di terra si sacrificassero tante vite umane. A ricordo di tutto ciò mi rimane un attestato in cui fu nominato Cavaliere di Vittorio Veneto con tanto di medaglia e un assegno anno vitalizio di 60.000 lire, 31 euro, esente da ritenute erariali in 2 ratti mensili. Mi resta ancora uno spazio nel cassetto dei ricordi e vorrei dedicarlo ai ragazzi del 99, chiamati al fronte dopo i tragici giorni di Caporetto. Ne arruolarono 80.000 circa nei primi 4 mesi del 1917 e altri 180.000 alla fine di maggio e di luglio. Per noi veterani, si fa per dire, visto che io ne avevo solo di 20 anni, furono un'iniezione di coraggio e di tenerezza. Stanchi e demoralizzati da un conflitto sanguinoso, dal freddo, dalle malattie, dalla fame e dalla nostalgia di casa, era un segno di speranza. Non si è a conoscenza di quanti caddero. Il loro ricordo rimane solo nella memoria popolare. Erano giovani del popolo, figli di contadini, artigiani, falegnami, che avremmo dovuto proteggere perché il loro addestramento era stato insufficiente. Questo fu la Grande Guerra, e anche se con tanta rabbia per quello che avevo visto e subito, mi sento di dire: io c'ero. Giuseppe Gallo, detto Pierino in famiglia, cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, nato a Torino il 16 giugno 1894 e deceduto a San Giorgio Canavese il 18 aprile 1993. Lui era mio nonno.
Le chant patriotique, le régiment de Sambre-et-Meuse, créé lors de la guerre de 1870 entre la France et la Prusse, est l'une des plus célèbres marches militaires françaises, jouée chaque année lors du défilé du 14 juillet. Depuis la défaite de Sedan en 1870, règne en France un esprit de revanche. Le chant fut repris lors de la Grande Guerre comme hommage aux poilus qui combattaient en Sambre-et-Meuse dans le nord de la France. De Sambre-et-Meuse marchait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse qui l'a conduit à l'immortalité. Tous ces fiers enfants de la Gaule allaient sans trêve et sans repos, avec leurs fusils sur l'épaule, courage au cœur et sac au dos. La gloire était leur nourriture, ils s'étaient sans pain, sans souliers. La nuit, ils couchaient sur la dure, avec leur sac pour oreiller. Le régiment de Sambre-et-Meuse marchait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse qui la conduit à l'immortalité. Dans Une année sur le plateau, écrit en 1938, le capitaine Emilio Lussu décrit son expérience dramatique de soldat dans les tranchées du Montefiore. Le 21e chapitre raconte la désertion du soldat Marazzi. En fait, certains soldats espéraient sauver leur vie en faisant des prisonniers. Le code pénal militaire italien de 1870 a permis la décimation, c'est-à-dire le tir d'un soldat choisi au hasard tous les 10. Le film Uomini contro, réalisé par Francesco Rossi en 1970, est inspiré du roman d'Emilio Lussu, Un anno sull'altipiano. Contro soldati che non hanno usato le armi non si può ordinare la decimazione. Ma l'articolo 92 del codice... Ma quello è ancora il codice del 1869. Ma è valido ancora oggi. Quest'articolo prevede la pena di morte con infamia nei casi di rivolta in faccia al nemico. Qui non siamo in faccia al nemico. Qui siamo alla presenza del nemico e quindi rientriamo nell'articolo 137 che prevede il carcere militare. Ma siamo in faccia al nemico, siamo in prima linea. Solo se c'è un'azione offensiva in atto si è in faccia al nemico. Qui siamo alla presenza del nemico. Caro Stringari, ma domani c'è l'attacco. Domani non è oggi. La guerra si vincerà solo quando alle nostre truppe sarà applicato il metodo disciplinare che usavamo in colonia con gli ascari. I nostri soldati sono cittadini come te e come me. Gli ascari sono truppe mercenarie, straniere e di colore. Questa differenza mi pare essenziale. Avete introdotto la filosofia nell'esercito. Ecco la ragione della nostra debolezza.
Il generale Leone ha comunicato con il comando. Va applicato l'articolo 92. Decimazione. Io non ho fatto niente! Non voglio morire! Non voglio! Basta! Questa è stata basta! Io voglio morire! Roland d'Orgelès, journaliste, s'engage comme volontaire dans l'infanterie en 1914 à 28 ans. Son roman Les Croix de bois, publié en 1919, est une référence de la littérature de guerre. Au chapitre 9, intitulé « Mourir pour la patrie », il écrit son quotidien et celui de ses compagnons pour que les morts ne soient pas oubliés. La victoire risquant de masquer l'héroïsme des petites gens. À la fin du roman, il dit « Mes morts, mes pauvres morts, c'est maintenant que vous allez souffrir, sans croix pour vous garder, sans cœur pour vous blottir. Je crois vous voir rôder avec des gestes qui tâtonnent et chercher dans la nuit éternelle tous ces vivements ingrats qui déjà vous oublient. » La musique ne devrait pas jouer ça. L'homme s'est effondré en tas, retenu au poteau par ses poings liés. Le mouchoir en bandeau lui fait comme une couronne. Livide, l'aumônier dit une prière, les yeux fermés pour ne pas voir. Jamais, même aux pires heures, on n'a senti la mort présente comme aujourd'hui. On la devine, on la flaire, comme un chien qui va hurler. C'est un soldat ce tableux? Il doit être encore chaud. Oh, être obligé de voir ça et garder pour toujours dans sa mémoire son cri de bête, ce cri atroce où l'on sentait la peur, l'horreur, la prière, tout ce que peut hurler un homme qui brusquement voit la mort là, devant lui. La mort, un petit pieu de bois et 8 hommes blêmes, l'arme au pied. S'est enfoncé dans notre cœur à tous, comme un clou. Et soudain, dans ce râle affreux, qu'écoutait tout un régiment horrifié, on a compris des mots, une supplication d'agonie. Demandez pardon pour moi, demandez pardon au colonel. Il s'est jeté par terre pour mourir moins vite, et on l'a traîné au poteau par les bras, inerte, hurlant. Jusqu'au bout, il a crié. On entendait « Mes petits enfants,
mon colonel. Son sanglot déchirait ce silence d'épouvante, et les soldats tremblants n'avaient plus qu'une idée. Oh, vite, vite que ça finisse. Qu'on tire, qu'on ne l'entende plus. Le craquement tragique d'une salve. Un autre coup de feu, tout seul. Le coup de grâce. C'était fini. C'est bon. Devant son cadavre, après. La musique s'était mise à jouer « Mourir pour la patrie ». Et les compagnies déboîtaient l'une après l'autre, le pas mou. Berthier serrait les dents pour qu'on ne voie pas sa mâchoire trembler. Quand il a commandé « En avant !» Vieux Blé, qui pleurait à grands coups de poitrine comme un gosse, a quitté les rangs en jetant son fusil, puis il est tombé pris d'une crise de nerfs. En passant devant le poteau, on détournait la tête. Nous n'osions pas même nous regarder l'un l'autre, blafards, les yeux creux, comme si nous venions de faire un mauvais coup. Voilà la porcherie où il a passé sa dernière nuit, si basse qu'il ne pouvait s'y tenir qu'à genoux. Il a dû entendre sur la route le pas cadencé des compagnies descendant à la prise d'armes. Aura-t-il compris ? Le café de la Poste qu'on l'a jugé hier soir. Il y avait encore les branches de sapin de notre dernier concert, les guirlandes tricolores en papier, et sur l'estrade, la grande pancarte peinte par les musicos. Ne pas s'en faire et laisser dire. Un petit caporal, nommé d'office, l'a défendu, gêné, piteux. Tout seul sur cette scène, les bras ballants, on aurait dit qu'il allait en chanter une. Et le commissaire du gouvernement a ri, derrière sa main gantée. Tu sais ce qu'il avait fait ? L'autre nuit, après l'attaque, on l'a désigné de patrouille. Comme il avait déjà marché la veille, il a refusé. Voilà. Tu le connaissais ? Oui, c'était un gars de Cotteville. Il avait deux gosses grands comme son poteau. C'est fini. Nous lisons quelques lignes de l'article de Mira Isotta Gaeta à la mémoire de Lazare Ponticelli. Lazare Ponticelli était le dernier vétéran, un soldat italien qui a combattu en France et en Italie. C'était un vrai Italien, Lazare Ponticelli, le dernier poilu, décédé en 2008 à l'âge de 110 ans. Il avait dans son cœur et son caractère toute la générosité, le courage et l'ingéniosité des habitants du pays d'Émilie-Romagne où il est né. Et pourtant, il se sentait profondément lié à la France, qu'il avait accueillie jeune quand il avait fui la pauvreté. Il n'a pas hésité quant au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il a senti que la France était en danger. Il s'est inscrit comme bénévole alors qu'il n'avait que 16 ans. Ainsi, le petit ramoneur italien devint un nouveau Garibaldi. Au feu des batailles des forêts d'Argonne, il se distingue par son courage. Rappelé en Italie, il rejoint le corps des Alpini. Il revient en France après la guerre et devient entrepreneur. Il obtint la nationalité française en 1939. À sa mort, il eut les honneurs du président Sarkozy, qui lui donna la Légion d'honneur, la plus haute reconnaissance française. Camp Madelon est certainement un des plus grands succès des tranchées de la Première Guerre mondiale. La chanson doit surtout son succès au théâtre des armées. Elle devient rapidement un chant militaire. Elle parle de la misère sexuelle du soldat, son sentiment de séparation et les remèdes proposés. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison aux murs tout couverts de lierre,
Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère quand on lui prend la taille ou le menton. Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Un caporal en képi de fantaisie s'en fut trouver Madelon un beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon, pas bête en somme, lui répondit en souriant. Et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment? Tes amis vont venir, tu n'auras pas